Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Il y a des gens qui disent que l'amour ne dure que 3 ans. Pourtant, il suffit de chercher un peu autour de nous pour trouver des couples vieux de plusieurs dizaines d'années et qui disent être toujours amoureux. And it's over 50 years later and we are still married. Alors est-ce que ce sont eux qui nous mentent? Ou est-ce plutôt ceux qui n'y arrivent pas qui abandonnent et préfèrent croire que c'est impossible? Eh ben on va regarder. Et s'il s'avère que certains couples savent vraiment rester amoureux, alors on va regarder comment ils font, et surtout si on peut leur piquer la recette. Précédemment dans Théorie du bonheur. Nos relations évoluent doucement avec le temps. Certains couples, très complices et très passionnés au début, peuvent le devenir de moins en moins, en tout cas suffisamment progressivement pour ne pas s'en rendre compte. Si on ne voit pas la passion et la complicité se dégrader au sein d'un couple, et si on ne fait rien contre, le risque c'est de réaliser bien trop tard qu'on ne ressent plus rien pour la personne auprès de qui on se réveille tous les matins. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on tombe amoureux? Plusieurs groupes de chercheurs se sont posé la question, et pour y répondre, ils se sont amusés à observer l'activité cérébrale de personnes amoureuses. Alors en pratique, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des cobayes, ils les collent dans un scanner, puis ils se débrouillent pour stimuler chez eux une réaction amoureuse, par exemple en leur montrant une photo de leur chérie, et là, boum, le cerveau réagit. Alerte rouge, alerte rouge. Alerte rouge, alerte rouge. Alerte rouge, alerte rouge. Alerte rouge. Et effectivement, c'est le bordel là-dedans, il se produit tout un tas de réactions hormonales qui ont tout plein d'effets. On constate entre autres une stimulation de notre circuit de récompense, ce qui explique la sensation de bien-être qui nous vient avec le sentiment amoureux, mais aussi le phénomène d'addiction qu'on se met à avoir vis-à-vis de notre partenaire. Un peu comme avec n'importe quelle drogue en fait, puisque ça dépend du même mécanisme. On observe aussi une inhibition, ou une désactivation si vous préférez, de certaines zones de notre cerveau. Or ce sont des zones responsables de notre jugement et de nos prises de décision rationnelles. C'est ce qui explique qu'on voit pas les défauts de notre partenaire. Quand on dit que l'amour est aveugle, c'est de ça qu'on parle. Et aussi qu'il nous arrive de faire beaucoup de conneries quand on est amoureux, parce que notre cerveau est plus en état de réfléchir objectivement. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des amis à qui parler dans ces moments-là, parce que eux ont un regard extérieur, et ils peuvent nous alerter si par exemple ils nous voient foncer tête baissée dans une relation toxique ou vouée à l'échec. Pour savoir si l'amour disparaît après un certain temps, les chercheurs ont comparé l'activité cérébrale de cobayes amoureux depuis tout récemment à celle de cobayes amoureux depuis plus d'une vingtaine d'années. Et effectivement, ils constatent que la réaction observée chez les jeunes amoureux se produit avec moins d'intensité chez les vieux amoureux. Faut-il en déduire que notre amour serait condamné à finir? Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Et non, parce que c'est pas le seul truc qu'ils ont vu chez les vieux amoureux. Ils ont aussi remarqué d'autres formes de réactions au sein de leur cerveau qui suscitent également du plaisir. Ce qui laisserait penser que l'amour ne disparaît pas vraiment, mais plutôt qu'il se transforme. On passerait d'un amour à ses débuts très passionnels à un amour plus affectif, basé davantage sur l'attachement à notre partenaire. Et tout ça n'est pas sans rappeler le triangle de Sternberg qu'on avait vu à l'épisode 32. L'amour au sein des couples durables aurait donc tendance, avec le temps, à se baser un peu moins sur la passion et un peu plus sur la complicité. Imaginons que vous êtes sur un vélo et tout d'un coup je vous donne un grand coup de pied au cul. À la suite de cette impulsion, vous allez d'abord avancer. Mais après un certain temps, il peut se passer deux choses. Soit vous ne faites rien, et le vélo perdra progressivement en vitesse jusqu'au point où vous allez vous vautrer. Aïe aïe aïe. C'est pas vrai, on l'avait dit. Soit vous pédalez, et le vélo continuera d'avancer. Le sentiment amoureux, ça marche exactement pareil. Lorsqu'on tombe amoureux, c'est notre inconscient qui bosse, et qui nous provoque une intense activité hormonale dans le cerveau. C'est ce fameux coup de pied au cul qui fait qu'on est soudain très passionné sans avoir rien eu à faire. Mais si on ne fait que se laisser porter, alors comme pour la vitesse du vélo, la passion va progressivement foutre le camp, et la complicité ne se créant pas toute seule, alors si on ne pédale pas, autrement dit si on ne travaille pas sur notre couple, peu importe qu'on ait été fou amoureux au début, on finit forcément par ne plus avoir ni passion ni complicité, ce qui fait que notre couple ne nous rend plus heureux. Donc si on veut éviter ça, il faut que notre conscient prenne le relais sur notre inconscient. C'est-à-dire qu'il faut faire des trucs, d'une part pour préserver la passion, et d'autre part pour créer la complicité au sein du couple. Imaginons que vous tombez amoureux d'une personne. Vous vous fixez pour but de vous mettre en couple avec, et donc vous faites tout plein d'efforts pour la séduire.
Vous la draguez pendant de longues semaines, vous lui offrez plein de cadeaux, à chaque rencard vous vous faites beau, vous l'emmenez vivre des expériences hyper romantiques, au lit vous y allez comme un bûcheron pour lui offrir feu d'artifice sur feu d'artifice, jusqu'au jour où ça y est, vous êtes officiellement en couple. Let's go. Bon déjà félicitations, mais maintenant que vous avez atteint votre but, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, pas mal de gens considèrent que c'est bon, il n'y a plus besoin de faire d'efforts. Ils accordent plus de temps à leur partenaire, leur manifestent plus la moindre attention, c'est limite s'ils prennent la peine de se laver pour passer du temps avec, vu que de toute façon ce temps-là ils le passent vautré devant la télé à rien branler, ça culbute plus qu'une fois toutes les morts d'évêques, et même là c'est aussi chiant qu'une rediff de l'inspecteur d'Eric. Vous allez trop loin. Ce sont de trop graves accusations. Forcément, dans des conditions pareilles, faut pas s'étonner que la passion foute le camp. D'une part, puisqu'on fait plus d'efforts, notre partenaire a plus de raison de nous trouver séduisants. D'autre part, même pour nous, c'est ennuyeux, puisqu'on n'y voit plus d'enjeu. Pourtant, en réalité, on n'a jamais vraiment fini de se séduire. On peut toujours continuer de le faire, même une fois en couple. Et à vrai dire, on devrait toujours chercher à pousser la séduction encore un peu plus loin. To live without you, only that would be torture. A day alone. Only that would be death. Knock it off. Passer les premiers instants dans un couple, forcément, le jeu de la séduction et le plaisir de la découverte se font moins intenses. On commence à se connaître, à s'habituer l'un à l'autre, une routine s'installe, et c'est un peu ça qui nous fait perdre en passion. On peut même y voir une loi de Pareto d'ailleurs. Vu qu'au début on se connaît pas, des petits efforts suffisent à beaucoup nous surprendre et nous passionner, et par la suite il faut de plus gros efforts pour réussir à casser la routine et continuer de le faire dans une moindre mesure. Mais même si ces efforts nous paraissent moins rentables, entre guillemets, il faut toujours les faire. Parce qu'autrement la passion ne peut que retomber, et on finit par perdre tout ce qu'on avait gagné au début. Alors bien sûr, ça demande un peu d'imagination, mais il peut y avoir plein de manières de casser la routine dans un couple. Avec des activités différentes, en voyageant, en faisant des petits week-ends improvisés, en changeant de look. Dans le sexe aussi, en faisant pas toujours la même chose, même si ça marche très bien. Et oui, parce qu'imaginez que tous les jours on vous serve votre plat préféré. Vous serez content au début, mais après quelques mois, vous en aurez ras-le-bol. Au contraire, ce qui est rigolo, c'est de tenter des trucs une fois de temps en temps. Même si ça marche pas, on s'en fout, ce qui compte dans ces moments-là, c'est de faire quelque chose de nouveau. Alors tenez, petit exercice pratique, demandez-vous si chez vous, il y a une pièce, ou même je sais pas moi, un placard, où vous l'avez pas encore déjà fait. Et si c'est le cas, et bah voilà, ce soir, vous savez quoi faire. Si on arrête de se séduire dans un couple, c'est souvent parce que dès le départ, on se trompe de but. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on devrait pas juste vouloir être en couple avec. On devrait vouloir être heureux ensemble. Justement parce qu'être heureux, on l'a vu dès le premier épisode de cette série, c'est un but qu'on n'atteint jamais parfaitement et vers lequel on peut toujours progresser. La seule différence quand on est en couple, c'est qu'il s'agit plus d'un objectif personnel, mais d'un objectif commun. Tout à l'heure, j'ai dit que tomber amoureux, c'est comme être propulsé à pleine vitesse sur un vélo. Si on se met pas à pédaler, au bout d'un moment, on finit par tomber. Bah être en couple, c'est pareil, sauf que c'est plus un vélo, c'est un tandem. Et les deux partenaires doivent pédaler. Autrement, si c'est toujours le même qui pédale, ça marche pas, parce qu'il progressera moins vite vers son bonheur que s'il se traînait pas un poids mort. Et de même, si on passe son temps à tirer la couverture à soi ou à écraser l'autre pour maximiser son bonheur perso plutôt que celui du couple, ça marche pas non plus, parce qu'à force de l'écraser, l'autre finit par plus pouvoir pédaler. Donc en gros, si la vie était un jeu vidéo dans lequel il faut être le plus heureux possible pour marquer le plus de points, bah être en couple c'est jouer au même jeu, mais en version coop. Enough whining. Le bonheur d'un couple dépend du bonheur individuel des deux partenaires. Il est donc préférable qu'ils s'entraident en contribuant chacun au bonheur de l'autre. Et c'est notamment cette entraide qui va créer au sein du couple la complicité dont on a besoin pour rester amoureux. Mais dites-moi, vouloir contribuer au bonheur de l'autre, ce serait pas la définition précise de ce que j'ai appelé la bienveillance ? Oh oui, tous les morceaux se recollent. Et oui, et donc tout ce qu'on a dit dans le chapitre sur la bienveillance s'applique également au sein du couple. En particulier si dans un couple on passe son temps à faire du comptage de points, c'est-à-dire quand les partenaires se culpabilisent en se rappelant l'un l'autre ce qu'ils ont fait ou pas fait. Moi j'ai descendu la poubelle, mais moi j'ai fait la vaisselle. Oui mais toi t'as pas promené le chien. Tu m'as pas demandé. Et la charge mentale. Bah forcément ça marche moins bien, parce que ça c'est pas de la bienveillance, c'est de la transaction. Oh et puis ça fout une ambiance de merde. Or, en réalité, c'est normal que les deux partenaires contribuent pas toujours dans des proportions exactement égales, ou dans les mêmes moments. Déjà parce que ça se mesure pas, ensuite parce qu'on n'a pas forcément les mêmes capacités, et enfin parce qu'individuellement, on peut tous avoir des hauts et des bas. Et c'est justement quand on est en bas qu'on devrait pouvoir compter sur le soutien de notre partenaire, plutôt que sur ses reproches. Après bien sûr, si sur les deux il y en a un qui fout jamais rien, c'est un problème. Mais si chacun attend de l'autre qui commence pour s'y mettre à son tour, bah forcément personne s'y met. Quand on contribue au bonheur de notre partenaire, on ne doit pas en attendre de contrepartie.
J'ai dit que pour progresser vers le bonheur, il faut chercher à s'améliorer. Pour ça, on doit d'abord apprendre à se connaître avec nos forces et nos faiblesses, puis se fixer des objectifs en dehors de notre zone de confort, afin d'en repousser les limites. Du coup, qu'est-ce qui change quand on le fait à deux ? Bah d'abord, de la même manière qu'on apprend à se connaître soi-même, on va chercher à se connaître l'un l'autre. L'avantage de ça, c'est qu'en s'apportant à chacun un regard extérieur, on s'apprend des choses sur nous qu'on peut difficilement connaître seul. D'ailleurs, là non plus, on n'a jamais vraiment fini de connaître notre partenaire. Déjà qu'on n'a jamais fini de se connaître soi-même. Ensuite, on peut réfléchir ensemble aux objectifs de chacun, et surtout, on va s'aider mutuellement à sortir de nos zones de confort pour réussir à les atteindre. Ce qui est encore un très bon moyen de casser la routine et donc d'entretenir la passion au sein du couple. C'est à la fois très excitant et plutôt excitant de se dire qu'on a réussi à se dépasser grâce à notre partenaire. J'avais une ex qui, quand je lui parlais de mes projets de vie, me répondait grosso modo que tant que je ramenais du pognon, je pouvais bien faire ce que je voulais, que ça la concernait pas et que j'avais pas besoin de lui en parler. En plus, je suis sûr que dans sa tête, elle avait l'impression de me soutenir en disant ça. Mais évidemment, ça a pas loupé, on n'est pas resté longtemps ensemble. Que ce soit pour faire preuve de bienveillance entre partenaires ou pour s'aider l'un l'autre à progresser, il faut que chacun soit capable de dire ce qui rend l'autre heureux et ce qu'il veut accomplir. Si chacun poursuit des objectifs de son côté sans se parler, bah déjà, ils peuvent pas s'entraider, et surtout, ils risquent de se mettre des bâtons dans les roues. Si par exemple l'un a de fortes ambitions professionnelles et accepte sans réfléchir une super promotion vers un poste à l'étranger, alors que l'autre veut avoir et élever des enfants dans sa ville natale et auprès de sa famille d'origine, forcément ça va clasher. Autrement dit, ça ne peut pas marcher si on ne communique pas. Ce qui nécessite déjà de passer du temps ensemble, et surtout d'avoir de vraies conversations à propos de choses un peu profondes comme nos peurs, nos espoirs, nos rêves, nos aspirations, de sorte que ces peurs, ces espoirs, ces rêves et ces aspirations ne soient plus des choses individuelles, mais des choses partagées au sein du couple. Les objectifs de notre partenaire doivent aussi devenir nos objectifs, et on doit en tenir compte dans chacune de nos décisions. Il arrive parfois dans un couple qu'on sente que ça va pas fort. Et c'est plutôt normal, même le plus heureux des couples connaît nécessairement des hauts et des bas. D'abord parce que comme on l'a vu, être en couple ça implique de faire des concessions, ce qui fait que parfois on s'engueule. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. C'est d'ailleurs plutôt si on s'engueule jamais qu'il faut s'inquiéter, parce que ça veut dire qu'on se parle plus du tout. Et ensuite parce que souvent les circonstances nous mettent à l'épreuve. Par exemple, un partenaire qui croule sous le boulot, l'autre qui a des soucis de santé, ce sont des choses comme ça qui font qu'on est stressé, qu'on est irritable, qu'on a moins de temps pour l'autre, etc. De la même manière que lorsqu'on progresse individuellement vers le bonheur, ces circonstances donnent parfois lieu à des phases où on se sent moins bien dans son couple. Mais c'est pas parce qu'on traverse une phase qu'on doit se séparer. Autrement, si on abandonne à la première difficulté un couple qui aurait pu marcher, c'est dommage. À la place, il faut prendre un peu de recul et se demander deux choses en particulier. D'abord, est-ce qu'en moyenne, malgré les hauts et les bas, on sent qu'on progresse bien vers un bonheur commun de plus en plus important au fil du temps ? Autrement, s'il faut s'attendre à ce que les choses aillent de pire en pire, là effectivement faut réagir. Et ensuite, lorsque les difficultés surviennent, est-ce qu'on est capable de s'aider à les surmonter ? Est-ce qu'on affronte mieux ces difficultés ensemble parce qu'on se soutient ? Ou est-ce qu'au contraire, quand elles arrivent, on se sert de l'autre comme d'un défouloir ? Et là, c'est particulièrement malsain, parce que ça veut dire que le couple souffre encore plus à chaque difficulté rencontrée. Ce sont à ces deux critères qu'on reconnaît un couple réellement solide et résilient. Et évidemment, c'est pas une évaluation qu'il faut faire seul chacun dans son coin. Il faut la faire ensemble et être bien d'accord dessus. Si on n'a pas la même perception de ce truc-là, il faut chercher à comprendre pourquoi. Autrement, c'est un coup à se retrouver tout penaud en voyant notre partenaire faire ses valises et se barrer du jour au lendemain, alors qu'on pensait que tout allait très bien. Surprise, motherfucker! Bref, on en revient à l'importance de la communication. Il peut malheureusement exister des circonstances si catastrophiques que même un couple très amoureux ne puisse plus envisager d'être heureux ensemble. On voit souvent des couples se séparer après avoir perdu un enfant par exemple, et c'est pas anormal, parce que c'est effectivement très compliqué pour un couple de survivre après un drame pareil. Donc au risque de finir sur une note très pessimiste, c'est vrai que les recommandations que j'ai formulées dans cet épisode ne constituent en aucun cas une garantie. Le fait de toujours se séduire, d'être bienveillant, de progresser ensemble et de s'écouter permet de rester amoureux et diminue le risque d'échec du couple. Mais il existe toujours un facteur chance, ou un facteur malchance, à vous de voir. Voilà pourquoi, si vous êtes en couple ou si vous vous mettez en couple, je pense que c'est pas exagéré de ma part, juste avant de conclure cet épisode, de vous souhaiter bonne chance. Good luck. You're gonna need it.
Et c'est plié pour cet épisode 37. Désolé pour le retard, outre le fait qu'il soit un peu long, c'est vrai que j'ai été pas mal pris entre les compétitions de ski et les préparatifs de fin d'année. On se retrouve très vite en 2022 pour un nouvel épisode qui ravira petits et grands, puisqu'on va enfin parler de sexe. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter ou partager cet épisode. Si vous souhaitez contribuer à financer mon travail sur cette chaîne, vous en avez la possibilité grâce à ma page Tipeee. Et je dis encore comme à chaque fois un très grand merci à mes contributeurs. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous dis à l'année prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.